I don't know how long it was. I think it was about half an hour. And it was traumatizing because you couldn't look left or right. You were walking through a tunnel of grief. And there were thousands and thousands and thousands of people. And you walked through a different section and there would be a different reaction. So I remember once, you could walk for 300 paces through silence. And then somebody would start wailing and people would start really sobbing and crying out really lovely things to William and Harry. But it was very, very emotional. And I just thought, goodness, I hope behind his mum's body. Qu'est-ce qui se passerait si les funérailles les plus regardées au monde avaient un secret qui était resté caché pendant 30 ans? Imaginez un moment déchirant pour une famille royale qui, dans l'ombre, cachait des vérités que personne n'osait exprimer. Dans les jours qui ont suivi la douleur du monde, le frère de la princesse Diana, Spencer, a finalement pris la parole, prêt à révéler les détails cachés qui nous ont hantés tous. Depuis la procession solennelle qui a amené des millions de Londoniens à genoux, jusqu'au moment derrière les portes closes lorsque les membres de la famille royale ont appris la nouvelle de sa mort, Spencer révèle les faits qui remettent en question tout ce que nous croyons savoir. Rejoignez-nous pour découvrir la réalité glaçante d'une journée qui a choqué une nation. Et comment la confession d'un frère réécrit le récit du dernier voyage d'une icône. C'est l'histoire qui a attendu 30 ans pour être racontée. Lorsque le monde a appris pour la première fois que la princesse Diana était décédée, un silence s'est abattu sur la nation qui semblait aussi lourd que les nuages au-dessus du palais de Kensington. Pourtant, derrière cette douleur feutrée, il y avait des courants invisibles de colère, d'incrédulité et un sentiment profond que quelque chose de beaucoup plus personnel s'était déroulé ce jour-là. Un homme qui avait marché aux côtés de Diana depuis qu'elle était enfant, qui avait partagé ses triomphes et ses peines privées, est entré au cœur d'une tempête qui allait à jamais changer le récit de la famille royale et la vie de William et Harry. C'était le jour suivant ses funérailles, le jour même où elle a été inhumée sous la pierre et dans l'ombre de l'abbaye de Westminster. Spencer, son frère cadet, a marché à travers les corridors sombrement éclairés de l'église, ses pas résonnant dans un espace qui sentait encore les lys et la douleur. Il avait passé la veille à genoux à côté de son cercueil, son esprit repassant chaque conversation qu'ils avaient eue, chaque secret qu'ils avaient gardé du monde. Il était le seul qui pouvait affirmer avec certitude que Diana n'avait pas souhaité que ses fils marchent devant elle. Et cette vérité avait été cachée derrière les portes closes, jamais exprimée à haute voix, jamais enregistrée dans aucune déclaration publique. La procession funéraire du matin du 6 septembre 1997 s'est déroulée comme une scène d'une tragédie. Des personnes de tous les coins du globe se tenaient épaule contre épaule le long des rues de Londres, leurs visages striés de larmes. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour rendre hommage à une femme qui était devenue un symbole de compassion, quelqu'un qui avait montré au monde que la vulnérabilité pouvait coexister avec la force. Mais parmi la foule des endeuillés, l'image la plus frappante était celle des deux jeunes princes, William, à peine 15 ans, et Harry, seulement 12 ans, marchant en procession solennelle derrière le cercueil de leur mère. Pour les garçons, la marche a été un moment qui les hantrait pour le reste de leur vie. Leur visage était une étude de stoïcisme, leurs yeux baissés, chaque pas un combat silencieux contre le poids de la douleur qui semblait les presser de toutes parts. Ils n'avaient jamais choisi d'être sur ce chemin. C'était une décision prise par ceux qui croyaient qu'elle leur donnerait un adieu digne. Mais alors qu'ils marchaient, le monde regardait, et les caméras zoomaient, capturant les tremblements subtils qui glissaient entre leurs lèvres, les petits frissons qui trahissaient une douleur plus profonde. Spencer avait su dès la première conversation avec un courtisan du palais de Buckingham que le plan avait été d'inclure les garçons dans le cortège. Il avait entendu les mots prononcés avec une certitude décontractée, et son cœur était devenu froid. L'image de deux jeunes garçons encore bruts de leur propre perte, menés devant une foule d'étrangers en deuil, lui semblait cruel. Il n'avait aucun doute que Diana se serait opposée à un tel spectacle. Pourtant, la décision avait déjà été prise, et le palais avait rejeté ses supplications. C'est décidé, avait dit le courtisan. Ils marcheront. Spencer s'était battu, argumentant qu'il s'agirait d'un spectacle public inutile qui mettrait les garçons dans une position de vulnérabilité douloureuse. Mais ces protestations étaient tombées dans l'oreille d'un sourd, la décision déjà scellée. Plus tard, ce soir-là, un mensonge s'était glissé dans leur conversation. Le courtisan avait dit que les garçons eux-mêmes avaient voulu marcher dans le cortège. La révélation de cette vérité était un choc qui résonnait dans les pensées de Spencer. Il avait cru, de bonne foi, qu'il honorait les souhaits de leur neveu. Ce n'est que lorsque le prince Harry a plus tard admis que les garçons n'avaient jamais eu le choix que la réalité est devenue évidente. Harry, alors un enfant qui n'avait pas le pouvoir de refuser, avait simplement suivi les ordres, sans savoir que la décision avait été prise pour lui. Le matin de l'enterrement était un jour lourd de tristesse. Les gens se tenaient à l'extérieur du palais de Kensington, tenant des fleurs, des notes manuscrites, des photographies de Diana qui avaient autrefois semblé ordinaires. Leur deuil était tangible, une pression palpable qui semblait rendre l'air épais. Dans le même moment, Charles Spencer marchait aux côtés du prince Charles et du prince Philippe,
les deux garçons, et les caméras se concentraient sur leur visage, capturant les expressions pâles et contenues qui parlaient de tourments intérieurs. La marche du palais de Kensington à l'abbaye de Westminster était longue et remplie du poids des attentes. Les garçons se tenaient rigides, ne rompant jamais le silence, leur visage étant l'image même de la composture. Harry a plus tard décrit l'expérience comme étant engourdie, comme si ses émotions s'étaient arrêtées, un sentiment qu'il avait détaché de la réalité qui l'entourait. Pour Spencer, la douleur n'était pas seulement due à la perte de sa sœur. C'était aussi en raison du témoignage de ce qu'il considérait comme une injustice. Il avait été le seul qui pouvait se lever pour défendre les garçons, qui avaient lutté si dur pour les protéger du regard public. Pourtant, il était impuissant, ses supplications étouffées par l'institution qui était devenue un monolithe. Plus tard, ce jour-là, alors que le monde tournait son attention vers la solennité de l'enterrement, Spencer se leva pour prononcer un discours qui allait devenir l'un des moments les plus puissants de l'histoire royale moderne. Il ne parlait pas de Diana dans le sens traditionnel. Il parlait pour elle une position qui était à la fois intime et confrontationnelle. Il la décrivait comme la personne la plus traquée de l'âge moderne, une victime d'un paysage médiatique qu'il avait poursuivi sans relâche. Il tenait la famille royale responsable pour ne pas l'avoir protégée de la constante attention. La composure stoïque de la reine faisait peu pour atténuer l'impact de ses paroles. Le prince Charles est resté calme, peut-être à cause de sa propre formation, tandis que le reste du monde ressentait la piqûre des accusations de Spencer. Le point culminant du discours était un engagement qui résonnait dans toute l'assemblée à l'abbaye de Westminster. Que la famille du sang, et non la dynastie des Windsor, protégerait et guiderait William et Harry. C'était un défi direct à l'autorité de la monarchie, une déclaration que les frères ne seraient plus laissés entièrement entre les mains d'une institution qui avait précédemment pris des décisions pour eux sans leur consentement. La réponse était rare, un élan d'applaudissements spontanés qui n'avait jamais été vu auparavant à un enterrement royal. Le public, allant des dignitaires aux célébrités, a applaudi en solidarité avec la conviction de Spencer, reconnaissant l'injustice qu'il avait mise en évidence. Dans les jours qui suivirent, Spencer admettrait que tenir cette promesse s'avérerait impossible. William et Harry étaient déjà profondément ancrés dans le système royal. L'influence de la monarchie sur leur avenir était trop grande pour que Spencer puisse la modifier. Il ne pouvait pas les élever de la manière dont Diana l'aurait souhaité, ni les retirer du chemin tracé pour eux. La responsabilité de leur éducation et de leur protection restait fermement dans les murs du palais. Des années plus tard, le prince Harry parlerait ouvertement de l'impact durable de cet enterrement. Il a admis que cela l'avait profondément affecté, et que le monde ne laisserait plus une telle situation se dérouler. La franchise de Harry sur ses émotions et la scrutiny publique qu'il a affronté écorait les sentiments que Spencer avait exprimés pour Diana. Sa volonté de rompre avec le protocole royal et de dire sa vérité était, à bien des égards, un témoignage de l'appel à l'action que Spencer avait lancé plus tôt. Cependant, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Derrière la scène, les premières heures du 31 août 1997, lorsque l'accident de voiture s'est produit, furent un moment d'incertitude chaotique. L'accident avait été soudain, la Mercedes noire qui transportait Diana traversant les rues de Paris, poursuivie par des paparazzis qui l'avaient poursuivie sans relâche. L'impact était brutal, le véhicule s'écrasant comme une boîte de conserve. En quelques secondes, le monde a commencé à recevoir des murmures qu'une femme très célèbre avait été impliquée dans un accident. La nouvelle s'est répandue rapidement. D'abord comme un murmure, puis comme un titre qui a attiré l'attention du monde sur Paris. Derrière cette agitation médiatique, une autre histoire se déroulait en Afrique du Sud. Charles Spencer était au lit, à moitié endormi, lorsque le premier appel a sonné. La voix à l'autre bout du fil était calme, mais ferme. Diana avait été victime d'un accident de voiture à Paris, gravement blessée. L'esprit de Spencer s'emballait, se souvenant de l'attention médiatique implacable qu'elle avait subie, des paparazzis qui la poursuivaient sans relâche. Son cœur battait la chamade, tandis qu'il attendait la confirmation. Les minutes s'étiraient en 1 heure, et un deuxième appel arriva. Cette fois, la voix était plus froide, les mots plus définitifs, « Je suis désolé, monsieur. » Elle n'a pas survécu. La réalité le frappait comme un marteau. Elle était partie, et la faute en incombait aux paparazzi qui l'avaient poursuivi cette nuit-là. La réaction de la famille royale à ce moment-là fut un silence qui serait mal interprété par le public. Alors que les gens de Grande-Bretagne et du monde étaient en deuil ouvert et brut, des fleurs s'accumulaient à l'extérieur du palais de Buckingham, des gens pleuraient dans les rues, ceux qui se trouvaient au sommet restaient silencieux pendant des heures, puis des jours. Aucune déclaration publique, aucun discours national, aucun signe visible de deuil. La famille royale resta au château de Balmoral, cachée à la vue. Les gens supposaient que le choc avait pris le dessus, mais à mesure que les jours passaient, le silence ressemblait davantage à de l'indifférence. Le drapeau du palais de Buckingham n'était pas mis en berne, Charles et les garçons n'étaient pas à Londres, les attentes du public n'étaient pas satisfaites. Les journaux, normalement respectueux de la monarchie, transformaient leurs manchettes en accusations de trahison.
Votre peuple est en deuil, où êtes-vous » hurlaient les journaux, exigeant que la famille royale montre à la nation qu'elle se souciait. Le public britannique, se sentant abandonné, commençait à remettre en question sa loyauté. Le silence au sommet, l'absence d'une adresse publique, voilà les premières fissures dans l'image de stabilité de la monarchie. Le discours de Spencer allait révéler au monde que quelque chose de plus profond avait été caché derrière ce silence officiel, une vérité que personne n'avait osé affronter. Il avait pris place dans ce vide, apportant la voix de son frère sur une scène où elle allait être entendue par le monde. Les premières nuits après l'accident de Diana furent un étrange silence, un silence qui s'abattit sur Balmoral comme si le château lui-même retenait son souffle. Deux garçons, William et Harry, étaient assis près du feu, leurs visages tirés et leurs yeux écarquillés, tandis que leur père, le prince Charles, forçait un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Dans la lueur faible de l'âtre, le poids du monde semblait trop lourd pour les jeunes cœurs. Harry, qui n'avait alors que 12 ans, pressait ses paumes contre ses oreilles, répétant la question qui le hantait depuis des jours. « Est-elle partie » La réponse vint du soupir de son père, une voix douce mais ferme qui portait la connaissance d'un secret trop lourd pour l'esprit d'un enfant. Les frères avaient parlé à Diana au téléphone la veille, un échange casual de rappels plus tard, qui ressemblait maintenant à une cruelle plaisanterie. Pendant des jours, les murs du palais devinrent une cage invisible. Les frères étaient tenus à l'écart de la presse, à l'écart de l'œil du public. Leur monde se réduisit au jardin de Balmoral, au murmure de l'âtre et à la présence de leur père, de leur grand-mère et d'une famille qui montrait rarement ses émotions. Le silence au palais, cependant, n'est pas passé inaperçu. À Londres, des fleurs s'entassent devant le palais de Buckingham, les gens pleurent dans les rues, et la nation crie pour obtenir des réponses. Pourtant, la famille royale reste à un pas derrière, son silence magnifié par l'absence de toute adresse publique. La reine n'a pas d'autre choix que d'agir. 5 jours après la tragédie, le 5 septembre, elle apparaît devant les caméras, sa voix ferme, décrivant Diana comme un être humain remarquable, une mère aimante. Elle loue sa dévotion envers ses 2 garçons et parle de la perte que la nation a subie. C'est une tentative de combler le fossé, mais pour beaucoup, cela semble trop tardif. La monarchie a paru froide et distante à un moment où la chaleur était désespérément nécessaire. L'écart entre l'institution royale et le peuple est devenu plus évident que jamais. Les paroles de la reine, bien que respectueuses, n'ont pas réussi à effacer la perception que la monarchie avait été déconnectée. Les funérailles elles-mêmes ont peut-être été le moment le plus douloureux et controversé de l'histoire royale. La décision de faire marcher William et Harry derrière le cercueil de Diana a été un moment qui allait les changer à jamais. C'était un choix avec lequel beaucoup de personnes au palais étaient en désaccord. Un homme en particulier, Charles Spencer, s'est battu farouchement pour l'empêcher. Il croyait que les garçons âgés de 15 et 12 ans étaient trop jeunes pour supporter le fardeau de marcher devant un monde qui venait de témoigner d'une tragédie. Il a fait valoir que la famille royale envoyait un message qui était cruel et exploiteur. Ces protestations ont été rencontrées avec une résistance de la part des fonctionnaires du palais, et finalement, la décision a été prise. La présence des garçons derrière le cercueil, capturés par des millions de caméras, a été traumatisante pour les deux. William a plus tard admis que c'était une expérience que aucun enfant ne devrait avoir à endurer. La douleur des garçons a été aggravée par le fait que, pendant des décennies, Spencer avait été le seul à avoir vraiment compris ce que la mort de Diana avait signifié pour un enfant. La bataille de Spencer avec la famille royale a continué au-delà des funérailles. Il n'a jamais été d'accord avec le choix de faire marcher les garçons derrière le cercueil. Il a argumenté avec les fonctionnaires du palais, affirmant que la cérémonie était cruelle. Ces protestations ont été ignorées. La décision de la famille royale de ne pas l'écouter a laissé une cicatrice durable sur la psyché des garçons. Des années plus tard, William lui-même a dit que les funérailles l'avaient traumatisé. Le traumatisme de Harry a été encore plus profond. Il avait été comparé à sa mère, avec la tendance rebelle et la chaleur qui le rendaient un choix naturel pour le public. Pourtant, l'expérience a laissé un profond malaise avec le système royal qui l'a hanté dans les années suivantes. Le souvenir de Harry des paparazzi, des caméras relantables et de la réaction du public à cette nuit de 1997 allait plus tard façonner ses propres choix. Le rôle de Charles Spencer en tant que critique de la famille royale a été plus qu'une simple protestation ponctuelle. Pendant des années, il a parlé de la façon dont l'institution avait échoué Diana. Dans des interviews, il se souvint de la façon dont Diana avait été laissée pour lutter seule, de la façon dont ses funérailles avaient été gérées et de la façon dont William et Harry avaient été forcés de marcher derrière son cercueil. Spencer argumenta qu'aucun enfant ne devrait avoir à faire cela devant des millions de personnes. Il avait raison. La famille royale n'avait pas écouté. L'échec institutionnel était devenu un récit qui transcendant une seule génération. Les paroles de Spencer résonnent encore dans les couloirs du palais, un rappel que la tragédie n'était pas seulement un événement isolé, mais faisait partie d'un modèle de traitement plus large qui avait été infligé à un membre de la famille.
Le sentiment d'injustice que la critique de Spencer avait mis en évidence avait un impact plus large sur la perception de la famille royale. Ce n'était pas seulement à propos des funérailles ou de la décision de faire marcher les garçons derrière le cercueil. C'était aussi à propos des gros titres négatifs, des attaques de l'intérieur du palais et du manque de soutien pour la famille de Diana. Le public qui avait vu le cœur de Diana, les gens qui avaient pleuré sa mort, avaient commencé à remettre en question la nature même de la monarchie. Les discours de Spencer étaient une forme de protestation contre un système qui semblait traiter un être aimé comme un devoir plutôt que comme une personne. Il était la seule voix qui comprenait pourquoi la famille royale s'était si rapidement éloignée de Diana, du public, de la réalité de ses souffrances. Il avait passé des années à parler de la façon dont l'institution avait échoué, et sa voix restait un rappel constant que la tragédie vivait encore. La lutte de Harry avec la monarchie atteindrait finalement un point de rupture. Il était comparé à sa mère, avec son esprit rebelle, sa chaleur et son profond malaise avec le système. Il n'avait jamais oublié comment elle avait été traitée. Dans des interviews, il a plus tard admis que chaque fois qu'il voyait les appareils photos des paparazzi flasher, cela le ramenait à cette nuit de 1997. Le traumatisme de voir les caméras aux funérailles, la peur que l'histoire se répète, a façonné ses choix. Il a vu Meghan, sa femme, faire face au même type de traitement. L'expérience de Meghan, les gros titres négatifs, les attaques de l'intérieur du palais, le manque de soutien, a fait que Harry se sentait impuissant à arrêter le même modèle. Dans l'une de ses interviews les plus émouvantes, il a dit qu'il voyait l'histoire se répéter, mais contrairement à Diana, il pouvait s'échapper. Il a choisi de quitter la famille royale. En 2020, Harry et Meghan ont pris la décision choquante de quitter l'institution, en déménageant aux États-Unis, en coupant les liens officiels. C'était le mouvement le plus audacieux de l'histoire royale moderne. Pour Harry, ce n'était pas une rébellion, c'était une question de survie. Il avait suivi le chemin de sa mère, refusant de laisser les mêmes modèles se répéter. Spencer a soutenu discrètement la décision de Harry. Il n'a pas fait de déclaration publique, mais son silence n'était plus un refus de s'engager. C'était une compréhension tacite que Harry avait passé des décennies à critiquer le même système qu'il avait maintenant rejeté. Le récit partagé entre Charles Spencer et Harry a servi de pont entre les générations, un rappel que l'héritage de Diana n'était pas simplement lié au passé, mais à la survie en cours. Le départ de Harry avec Meghan, la façon dont il a parlé de vouloir la protéger du même cauchemar des paparazzi, était une continuation de la lutte de Diana pour se libérer des contraintes de la monarchie. Alors que Diana avait cherché une nouvelle vie en dehors des devoirs royaux et avait commencé à parler de ses propres luttes, Harry a terminé ce qu'elle avait commencé. Son chemin pour redéfinir ce que signifiait être un membre de la royauté. La vérité que Charles Spencer a révélée après 30 ans n'était pas simplement une déclaration sur l'expérience des garçons à l'enterrement ou le silence de la monarchie. C'était une révélation de l'échec institutionnel qui avait façonné la vie d'une génération. Les décennies de critiques de Spencer avaient enfin trouvé un écho dans les actions de Harry. C'était une fermeture de la boucle, une réconciliation entre le passé et le présent. Pour les téléspectateurs, la révélation ressemblait à un secret enfin exposé, une vérité qui avait été cachée pendant 3 décennies. Le sentiment que la monarchie avait échoué à ses propres gens et que le seul moyen de réparer cette erreur était de partir, de rompre, de reconstruire, était puissant. À la fin, l'histoire du frère de la princesse Diana et du départ de Harry est une histoire de survie, de rupture des modèles qui les avaient liés pendant si longtemps. Les frères qui avaient souffert en silence à Balmoral, la colère du public, le discours tardif de la reine, les funérailles controversées, la bataille de Spencer et les critiques continues, et enfin la décision audacieuse de Harry de s'éloigner, toutes des pièces d'un puzzle plus grand qui s'insère maintenant dans une image plus complète. La vérité après 30 ans, c'est que la tragédie n'a pas pris fin avec la mort de Diana. Elle a vécu à travers les paroles de son frère et les actions de son fils. C'était la révélation finale qui a enfin mis la vérité en plein jour. Dans les mois qui ont suivi, le départ de Harry n'a pas été simplement un changement de résidence, il est devenu un réajustement sismique de ce que signifiait être un membre de la royauté au XXIe siècle. La décision a eu des répercussions dans les couloirs de Windsor, les corridors de Buckingham et les salons de gens du monde entier. Le silence des murs du palais, autrefois rempli de murmures d'excuses et de griefs non exprimés, était maintenant ponctué d'un nouveau type de silence. Un silence qui résonnait avec la résolution silencieuse qui avait poussé Harry à partir. Le déménagement en Californie était à la fois pratique et symbolique. Il offrait un bouclier contre les paparazzis sans relâche qui avaient hanté sa vie depuis les premiers jours de son mariage, mais plus important encore, il offrait une toile fraîche sur laquelle il pouvait peindre un avenir qui ne tournait pas autour du protocole. Il s'est installé dans une modeste maison dans la vallée de San Fernando, un endroit qui, pour la première fois, se sentait débarrassé des attentes de la royauté. Le sentiment de libération était palpable, un soulagement qui était en préparation depuis des années. Même dans le calme de sa nouvelle vie, Harry se retrouvait attiré par les mêmes problèmes qui avaient hanté son père et, plus tard, son frère.
Il commença à utiliser sa plateforme pour plaider en faveur de la sensibilisation à la santé mentale, une cause qui avait une résonance personnelle après avoir été témoin des luttes de son frère. Dans ses déclarations publiques, il faisait référence au trauma qui avait imprégné l'histoire de sa famille, à la peur que chaque génération suivait le même chemin périlleux. Il parlait du poids des attentes, des chaînes invisibles qui liaient son peuple, et de l'impératif de briser ces chaînes pour les générations futures. La réaction du public fut un mélange d'empathie et de scepticisme. Certains célébraient son courage, le voyant comme une figure qui avait enfin choisi l'authenticité plutôt que l'image. D'autres, ancrés dans la vision traditionnaliste de la monarchie, l'accusaient de trahison. Quoi qu'il en soit, sa voix n'était plus étouffée par la curation soigneuse du palais. Il pouvait s'adresser directement aux gens, ses mots non filtrés et de nue manière, plus puissants que les discours scriptés qu'il avait prononcés dans les palais royaux. À Windsor, la dynamique changea également. La famille royale, encore aux prises avec la perte du prince Philippe, commença à confronter l'héritage de ses propres échecs. À la suite du départ de Harry, la reine, qui avait été un pilier de résilience stoïque, publia un rare communiqué public. Elle reconnut la douleur qui avait été endurée par ceux à l'intérieur des murs du palais, admettant que l'institution n'avait pas toujours vécu à la hauteur de ses propres idéaux. Ces paroles, prononcées dans le confort d'un cadre privé, furent un aveu silencieux que le passé ne pouvait simplement être balayé. Le contraste entre la réponse mesurée de la reine et les appels passionnés de Harry mettait en évidence la nature évolutive de la relation de la monarchie avec le public. L'institution, autrefois perçue comme inattaquable, était maintenant contrainte de reconnaître ses propres défaillances. Pourtant, la conversation n'était pas une condamnation. C'était une conversation sur la responsabilité, la guérison et le besoin de changements systémiques. Dans les années qui suivirent, Harry et Meghan devinrent plus que de simples anciens membres de la famille royale. Ils émergèrent comme des défenseurs d'une cause qui transcendant les frontières. Leur déménagement aux États-Unis, initialement vu comme un recul, évolua en une campagne active. Ils s'associèrent à diverses organisations caritatives, notamment celles axées sur la santé mentale, le bien-être des enfants et le mouvement pour la liberté de la presse. Leur histoire fut amplifiée par des journalistes qui, pendant des décennies, avaient été méfiants de leur proximité avec le palais. Avec le poids de leur expérience, ils apportèrent une perspective nuancée aux discussions sur l'éthique des médias et les droits des individus. Le récit entourant le frère de la princesse Diana, Charles Spencer, changea également. Là où sa critique avait été un murmure silencieux dans l'ombre, sa voix résonnait maintenant dans la sphère publique. Il trouva également une plateforme renouvelée pour parler des défaillances systémiques qui avaient affligé sa famille. Ces décennies de recherche et de plaidoyer, maintenant corroborées par le témoignage de Harry lui-même, ont résonné avec une génération qui était plus à l'écoute de la responsabilité institutionnelle. Les interviews de Spencer, initialement menées dans des salles feutrées, sont devenues des émissions qui ont atteint des millions de personnes, renforçant encore son rôle de catalyseur du changement. Alors que le monde regardait, les effets d'entraînement de cette nouvelle ère étaient visibles dans plusieurs domaines. Dans les médias, il y avait un déplacement perceptible dans la façon dont les histoires sur la famille royale étaient couvertes. Les journalistes ont commencé à poser des questions sur la structure de l'institution, sur la façon dont elle gérait la santé mentale, et sur le rôle de la presse dans la formation de la perception publique. Le récit s'est éloigné du sensationnalisme pour adopter une approche plus humaniste, offrant une compréhension plus profonde de la vie personnelle de ceux qui avaient autrefois été entourés de mystères. En politique, le rôle de la monarchie dans la gouvernance a continué à être examiné. Les politiciens qui étaient précédemment réticents à s'engager avec la famille royale se sont maintenant retrouvés dans des conversations sur l'intersection de la tradition et de la modernité. Le public, informé par les admissions franches de la reine et d'anciens membres du ménage, a exigé une plus grande transparence. Alors que la monarchie est restée un emblème de continuité, elle a également été confrontée à la pression de s'adapter, de devenir un reflet des valeurs contemporaines. Pour la jeune génération, l'histoire de Harry et Meghan a été transformatrice. Leur parcours est devenu un point de référence pour les discussions sur l'identité, l'autonomie et le courage de défier les attentes sociétales. Le récit qui avait autrefois été dominé par des images de pompe a été remplacé par une histoire de résilience, d'une famille qui avait choisi de se redéfinir au-delà des contraintes d'un trône. Les écoles ont commencé à intégrer leur histoire dans les programmes d'enseignement sur la littératie des médias et l'engagement civique, en utilisant leur expérience comme une étude de cas sur la façon dont les institutions peuvent évoluer lorsqu'elles sont confrontées à leurs propres contradictions. Dans le domaine privé, les liens entre les différents membres de la famille royale se sont tendus, mais également rendus plus honnêtes. Alors que la reine continuait à honorer les traditions qu'elle avait chéries, elle a également été confrontée à la réalité que son peuple avait changé. Les lignes de communication, qui étaient autrefois rigides, sont maintenant plus flexibles, permettant un espace où les griefs pouvaient être exprimés sans crainte de spectacle public. Le palais, à son tour, a commencé à réévaluer ses protocoles, en particulier ceux qui avaient précédemment semblé protéger l'institution au détriment du bien-être personnel.
Et pourtant, peut-être que le changement le plus profond a été dans la mémoire collective de la monarchie. Le récit qui avait été construit au fil des siècles, un récit qui plaçait Diana comme une figure tragique, son frère comme un témoin silencieux, et Harry comme un héritier loyal, a été réécrit. Il est devenu l'histoire d'une famille entière qui a enduré la douleur, qui a lutté pour la défense de la santé mentale, et qui a finalement choisi de reprendre son autonomie. La vérité qui avait été enterrée pendant 30 ans se tenait maintenant au premier plan, un témoignage de la puissance de la persévérance. Dans les interviews qui ont suivi, Harry a souvent parlé du sentiment de fermeture que les révélations avaient apporté. Il a décrit un sentiment de soulagement, une reconnaissance que le cycle de la douleur pouvait enfin être brisé. Ce n'est pas à propos d'effacer le passé, a-t-il dit, mais d'apprendre de lui et de s'assurer que l'avenir est guidé par la compassion et non par le protocole. Ces paroles ont évoqué le sentiment qui avait été présent dans les coins silencieux des souvenirs de son frère, une compréhension que la survie signifiait plus que simplement s'éloigner. Cela signifiait affronter les racines du système qui avait causé tant de souffrances. Au fil des ans, le monde a continué à observer le récit en évolution. L'héritage de la princesse Diana, le témoignage courageux de son frère et le départ audacieux d'Harry sont devenus une mosaïque qui a éclairé la complexité de la monarchie dans un monde moderne. Le palais, qui n'était plus une entité isolée, est devenu une institution vivante qui devait répondre aux voix de ceux qu'il prétendait servir. À la fin, l'histoire n'a pas pris fin avec une seule révélation ou une seule décision. C'était une conversation en cours, un dialogue qui s'est étendu sur des décennies, qui a impliqué de nombreuses personnes et qui a résonné avec les auditoires du monde entier. La vérité, autrefois dissimulée sous des couches de protocole et de confidentialité, a enfin été libérée, éclairant les destins entrelacés d'une famille et d'une nation. La tragédie qui avait autrefois semblé confinée à la nuit des funérailles de Diana avait, en réalité, été un ripple qui a atteint bien au-delà. Les paroles de son frère, les actions de son fils et le courage de ceux qui les ont suivis ont tracé un nouveau chemin. Le palais, qui était autrefois une forteresse de tradition, est maintenant confronté au défi de devenir un espace où la vérité et la compassion peuvent coexister. Et pour les gens du monde, l'histoire est devenue un rappel puissant que le changement est possible, même lorsqu'il vient des endroits les plus inattendus. La tragédie qui avait autrefois semblé confinée à la nuit des funérailles de Diana avait, en réalité, été un ripple qui a atteint bien au-delà. Les paroles de son frère, les actions de son fils et le courage de ceux qui les ont suivis ont tracé un nouveau chemin. Le palais, qui était autrefois une forteresse de tradition, est maintenant confronté au défi de devenir un espace où la vérité et la compassion peuvent coexister. Et pour les gens du monde, l'histoire est devenue un rappel puissant que le changement est possible, même lorsqu'il vient des endroits les plus inattendus.